Bonjour à tous et bienvenue dans ce cercle des convictions où nous allons aborder aujourd'hui un thème très particulier qui est celui de la souveraineté et plus particulièrement de la souveraineté européenne. Pour ce faire, je vais accueillir deux stars de la souveraineté. Philippe Rocca chez Siena IM et qui gère le fonds Siena, je ne vais pas oublier de mot, dette privée Défense Europe. Donc on est sur la partie dette privée, c'est un cas assez particulier. Et de l'autre côté, Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, merci d'être là. Et moi, j'aimerais commencer à rentrer dans le vif du sujet par de la sémantique. Déjà que vous nous rappeliez, chacun à votre tour, qu'est-ce que pour vous est la souveraineté et pourquoi ce thème revient particulièrement sur le devant de la scène depuis, on va dire, Covid 2020 en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raphaël, peut-être ? Oui, effectivement, c'est une succession d'événements, principalement géopolitiques. On a eu les différentes administrations Trump, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu les tensions commerciales plus récemment, qui font qu'en Europe, on prend de plus en plus conscience de nos fébrilités, de notre fragilité, de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, de grands acteurs internationaux qui, très souvent, sont plus très amicaux à notre égard. Et cette prise de conscience, elle s'accompagne d'une volonté de réinvestir, d'un déploiement de capitaux, publics et privés d'ailleurs, dans certains secteurs, certaines technologies, certaines industries, pour qu'une fois encore, on puisse réinvestir dans nos chaînes de valeur, dans nos savoir-faire. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui constitue, selon nous, chez Tikehau Capital, une méga tendance de long terme pour l'investisseur. Donc quelque chose de large déjà, vous plantez le décor. On n'est pas que sur la défense, même si on va en parler. C'est plus large dans votre acception du terme souveraineté. Philippe, la souveraineté chez Siena. Alors, vous parliez de sémantique. Alors, c'est difficile d'en rajouter après ce qui vient d'être dit. En termes de sémantique, la souveraineté, quelque part, c'est ce qui permet, dans un environnement géopolitique contraint, à un pays ou un ensemble de pays comme l'Europe, de prendre ces décisions, d'agir de façon indépendante. Donc on s'est aperçu petit à petit, il y a eu le Covid avec les histoires des masques fabriqués en Chine, des principes actifs qu'on ne fabrique plus en Europe qui sont également fabriqués en Chine ou en Inde. Puis il y a eu les questions de défense où on s'est aperçu que nos armées étaient complètement dépourvues après 30 ans de dividendes de la paix. Il y a également tout ce qui a trait aux matières premières, au raffinage des terres rares, etc. Toutes ces choses-là ont permis de voir à quel point l'Europe était dépourvue face à un environnement extérieur de plus en plus hostile. Et par rapport à tout cela, il faut se réarmer, il faut se rééquiper, il faut relancer notre industrie. Et ça implique en effet de faire évoluer les grands choix au niveau européen. Ce que je constate, en tout cas, dans vos deux définitions de la souveraineté européenne, c'est qu'il y a quand même cette notion de fébrilité ou de prise de conscience de quelque chose qui ne va plus, qui pousse à faire quelque chose et à se mettre ensemble pour effectivement réinvestir. Mais moi, j'ai une question toute bête. Raphaël, vous l'avez dit, on parle peut-être d'investissement privé, mais aussi public. Est-ce que l'Europe, compte tenu des déficits grandissants publics, a les moyens de ses ambitions pour assurer cette partie-là ? Alors ça, c'est une question clé. Vous avez raison de la poser en sens. Effectivement, on a d'une part une dimension publique qui est incontournable quand on parle de défense et d'autres industries et technologies. On a effectivement des grands donneurs d'ordre publics qui vont ruisseler dans les industries. Mais dans le monde dans lequel on se trouve, où les déficits sont élevés et très contraints, on doit aussi trouver d'autres relais de financement. Et il y a probablement une forme de consensus qui se développe aujourd'hui sur cette idée qu'aujourd'hui, en plus de cette épargne publique et ces déploiements publics de capitaux, l'épargne privée doit contribuer à cet effort de financement. Donc ça va se passer à travers probablement plusieurs mécanismes. D'une part, une forme d'incitation de l'épargne privée à financer ce type d'investissement. Et là, clairement, on est sur une chose politique. Mais aussi, d'autre part, et c'est quelque chose qui a été clairement énoncé par Bercy cette année 2025, la nécessité aussi pour l'industrie de la gestion d'actifs de mettre des véhicules d'investissement à disposition de l'épargne privée, de l'épargnant, pour financer cette souveraineté européenne. Et là, on est vraiment dans le cœur de la thématique. C'est vrai que ça, c'est très différent, Philippe. Jusqu'à il y a encore quelques mois, investir dans certains pans de la souveraineté, et notamment la défense, puisque votre fonds est plus lié à ce thème-là, c'était presque un gros mot. Aujourd'hui, ça devient naturel, quelque part. La souveraineté, c'est se défendre soi-même, et donc ça passe aussi par ça.
Alors la défense, la souveraineté, ce n'est pas uniquement la défense. La défense, c'est juste un pan de On en parlera plus tard, effectivement. Mais qui est certainement au confluent de pas mal d'aspects de la souveraineté. Ce qui a trait à l'industrie, ce qui a trait également à l'approvisionnement en matières premières, etc. Pour revenir, si vous permettez, sur la question précédente et l'état des finances publiques en Europe, en fait, il n'y a pas vraiment une situation homogène dans les finances publiques européennes. Et on voit des pays comme l'Allemagne et bien d'autres qui sont, eux, bien plus vertueux budgétairement et qui sont en mesure de rééquiper leurs armées. Donc en France, les commandes tardent à venir parce qu'on a une situation budgétaire qui est non seulement désastreuse, mais en plus un contexte politique qui est tout aussi désastreux. En Allemagne, les budgets augmentent, par exemple, pour la défense, mais également dans bien d'autres domaines, y compris dans tout ce qui est espace et autres. Vous avez les États-Unis qui sont un pays extrêmement endetté également, mais aux États-Unis, vous avez la sphère publique qui guide beaucoup tout ce qui est la sphère privée en matière de recherche, d'axes de recherche, d'innovation, qui fixe les priorités, qui subventionne et qui fait toute cette sélection en entonnoir dans tout ce qui est deep tech, dans tout ce qui est également les systèmes d'armement et autres. Et c'est quelque chose que l'Europe ne sait pas faire. Elle ne sait pas libérer les ressources financières, catalyser, guider la recherche. Et c'est également ce qui nous vaut beaucoup de retard en matière de technologie, qui est une composante essentielle de la souveraineté. Ok. Alors, vous représentez deux maisons qui sont actives. Donc, chez vous, Sienna, dans la dette privée pour ce fonds défense. Chez Tikehau, vous êtes actif sur la souveraineté sur non seulement le côté, mais l'autre côté. Aujourd'hui, Raphaël, vous allez plutôt nous parler du côté via le fonds Tikehau European Sovereignty Fund. J'aimerais que vous nous donniez chacun votre regard. Donc là, Raphaël, cette fois-ci, que sur le côté. Et donc, Philippe, sur la partie non-cotée et la dette privée en particulier. Quelle est la différence pour un investisseur qui veut aborder ces deux façons d'investir dans la souveraineté? Quelle est la principale différence et qu'est-ce qui fait qu'il peut choisir l'un ou l'autre, ou pourquoi pas en complément l'un de l'autre? Je sais pas, peut-être Raphaël? Oui, effectivement, cette idée, c'est que dans beaucoup de ces industries, et la défense est un exemple parfait, on est sur parfois des industries très fragmentées, où il y a des grands donneurs d'ordre en haut de la chaîne alimentaire, dirons-nous, ces grandes entreprises cotées qui font face à la commande publique et qui ensuite s'assoient, passent par toute une série de sous-traitants, très souvent des petites et moyennes entreprises. En France, on parle beaucoup de la base industrielle et technologique de défense, la fameuse BITD. C'est 4500 PME qui viennent travailler avec Dassault, Safran, Thales et les autres pour fournir tout ce qui est pièces détachées pour ces équipements militaires. Et donc, il y a effectivement une nécessité d'adresser ce sujet de souveraineté sur l'entièreté de la chaîne de valeur à travers différents types de stratégies. Donc, effectivement, chez Tikehau, on fait beaucoup de private equity aussi. On a lancé en 2020 notre premier fonds dédié à la défense et à l'aérospatiale sur le private equity, donc qui va travailler avec cette chaîne de valeur fragmentée. On l'a fait aussi sur la cybersécurité en private equity. Si vous voulez investir en cybersécurité sur le marché coté, c'est difficile, il y a très peu de valeur. Le private equity permet de le faire. En tout cas en Europe. En tout cas en Europe. Et en ce qui concerne effectivement la thématique de souveraineté, on a aussi ouvert ces stratégies aux actions cotées, aux grands donneurs d'ordre. Eux aussi font partie de cette chaîne de valeur. Et encore une fois, ils seront les premiers concernés par la commande publique. Donc probablement pour l'investisseur aujourd'hui, tirer parti de cette méga tendance de performance, c'est de ça dont on parle, c'est probablement être en capacité d'aller s'inscrire sur les différentes chaînes de valeur et les différents strates de la chaîne de valeur. Philippe. Alors, en dette privée, l'approche est tout à fait différente. Sur les actions cotées, alors je ne suis pas aussi bien placé que Raphaël pour en parler, évidemment. Sur les actions cotées, on va acheter des actions qui sont déjà sur le marché. Parfois, et ça a peut-être beaucoup plus de sens, et si on veut faire un effort dans le sens du réarmement, on va participer à des augmentations de capital, à des IPO, ce genre de choses. Sinon, on achète des actions à des gens qui en vendent, etc. Donc, ça ne bénéficie pas directement l'entreprise. Mais si on en achète beaucoup, ça peut remonter le moral aux gens qui travaillent dans ces entreprises, puisque leurs plans d'épargne en action sont bien valorisés. Nous, on finance ces entreprises par dette. Alors, quels sont les besoins qu'il y a? Alors, je vais parler plus spécifiquement de la défense, pour commencer, puisque c'est le sujet que je connais le mieux, que je connais le moins mal.
Donc, les 4500 entreprises de la BITD en question sont souvent petites. Quels sont leurs besoins ? Ce sont des besoins déjà de CAPEX lorsqu'elles vont recevoir les nouvelles commandes. Lorsque les commandes vont ruisseler, lorsque l'État se décidera à passer des commandes, ces commandes vont devoir ruisseler également vers toute cette supply chain. On observe que c'est déjà le cas en Allemagne. Et en Allemagne, nous avons déjà pas mal de demandes d'entreprises qui nous demandent de les financer pour des CAPEX, pour augmenter les stocks, etc., pour l'augmentation des cadences. Parce qu'il y a les CAPEX, il y a les stocks. Les stocks ne vont pas augmenter nécessairement de façon proportionnelle avec l'activité, parce que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait une commande dans la défense, on n'était pas forcément tout à fait pressé de livrer, et le client n'était pas spécialement pressé d'être livré non plus. Là, il faut avoir des stocks tampons. Donc les stocks vont augmenter certainement de façon plus rapide que l'activité. Mais il y a également d'autres besoins dans ce secteur-là. Il y a des besoins de refinancement également, parce que c'est un secteur qui est très lié à l'aéronautique et qui a été très affecté par le Covid. Donc il y a des PGE qu'il faut finir de refinancer. Il y a des questions également de transmission dans ces PME. Les équipes de Tikeo en private equity sont particulièrement actives sur ces sujets-là. Donc il y a des sujets de transmission où le fondateur d'une entreprise qui a été pendant longtemps comme le capitaine Drogo dans le désert des Tartares et qui n'a jamais vu un Tartare arriver au fond du désert, là il voit que ce sur quoi il a bossé pendant des années est en train de se réaliser. Mais peut-être que c'est le moment de vendre la boîte qu'il a créée il y a 30 ou 40 ans. Donc, c'est également cette problématique de transmission qui est importante et nous pouvons apporter du levier à des fonds de private equity. Et puis, il y a également des sujets de build-up, c'est-à-dire que c'est tout un amalgame de plein de PME, de TI qui doivent se marier les unes des autres pour, dans l'usinage, dans la micromécanique, dans les matériaux de spécialité, etc., commencer à faire des petits champions sur des niches en Europe. Okay. Ensuite, la dette privée, ça peut être également d'autres sujets. Par exemple, on a un fonds sur la biodiversité. Alors, c'est certainement une niche, mais ce sont également des questions qui se posent à propos de tout ce qui est souveraineté alimentaire également. Donc, la dette privée permet d'aborder la souveraineté sous pas mal d'angles dès lors qu'on a des approches thématiques. Merci Philippe pour cette transition, puisque justement, je voulais poser la question à Raphaël sur les souverainetés, parce que là, on a abordé quelques souverainetés, mais on a surtout parlé défense. Dans le fonds Action de Tikeo Capital que vous gérez, il y a toute la partie effectivement qui n'est pas défense aussi. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, alors déjà en rappelant les quelques différents thèmes de souveraineté, comment vous faites à marier des valeurs qui vont d'un spectre aussi large que Rheinmetall à SML en passant éventuellement par d'autres entreprises comme Vinci. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à marier tout ça sous le même chapeau de souveraineté ? Effectivement, c'est un point important. On parle énormément de défense aujourd'hui, à juste titre. Il y a un boom de performance, de commandes publiques, de capitaux dans ce secteur. Mais nous, on trouve que cette idée est un peu trop restrictive. En fait, ça dépasse le cadre stricto sensu de la défense. Il y a toujours cette idée de renforcement de cette souveraineté, de renforcement de nos fébrilités. Aujourd'hui, la défense, c'est le plan d'urgence. Mais demain, pourrions-nous imaginer que sur la technologie, sur les infrastructures, sur certaines industries critiques, on puisse voir ce même type de phénomène prendre place. Je dis n'importe quoi, si demain Taïwan est envahi et qu'on perd accès à des productions de semi-processeurs, ou si certaines entreprises perdent l'accès à certaines technologies pour des problèmes de droits de douane et de tarifs, qu'en sera-t-il de la technologie, de l'industrie, de l'autonomie en matière de santé ? 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans la production de médicaments en Europe viennent de l'étranger, de Chine et d'Inde. On l'a vu pendant le Covid, ça peut être un problème et c'est un sujet de souveraineté. On parle beaucoup d'infrastructures critiques, de transition énergétique. On se rend bien compte en fait que finalement cette prise de conscience qui est maximaliste aujourd'hui dans la défense, elle dépasse de très loin le cadre de la défense. Et donc investir dans un fonds souveraineté, c'est aussi faire le pari que l'exceptionnelle performance qu'on a vue sur les valeurs défense pourrait aujourd'hui avoir des relais sur d'autres secteurs qui ont des thématiques finalement assez communes dans cette tente qu'on appellera la souveraineté. Parce que c'est trop cher aujourd'hui la défense, Raphaël ? En côté, Alors, c'est beaucoup plus cher que ça n'était. Ça, c'est sûr. C'est presque une palissade. Une partie de la performance est clairement derrière. La valorisation aussi un peu, mais est-ce qu'on peut encore y aller ? On reste constructif sur le long terme pour la défense. On voit une méga tendance, encore une fois, de long terme, des carnets de commandes qui sont pleins sur des années.
On parle par exemple du Rafale beaucoup en France. Le Rafale, c'est 250 avions dans le carnet de commande. On parle plus récemment de l'Inde qui potentiellement pourrait rajouter 100 avions supplémentaires dans ce carnet de commande. En 2021, Dassault a produit 21 Rafales. En 2024, il va falloir absorber Rafales. Quand même aussi ces carnets de commandes. Donc il y a 10 à 15 ans de carnet de commandes. Et si vous prenez l'ensemble de ces entreprises de défense aujourd'hui, elles sont face à des situations similaires. Donc une capacité de se projeter très importante. Globalement, sur cette explosion de carnet de commandes, on voit aussi globalement des marges qui ont tendance à augmenter. Ça a été le cas, par exemple, de Rheinmetall récemment, qui est en capacité d'augmenter ses marges. Rheinmetall, c'est un autre bon exemple. C'est un peu le Nvidia de la méga tendance défense sur plein d'aspects. Ouais. Son chiffre d'affaires, il y a 3 ans, c'était 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros. Et d'ici 2030, le management de l'entreprise anticipe un quadruplement, donc 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en quelques années seulement. Donc là, on est vraiment sur des méga-tendances faramineuses. Et tout ça permettra de générer de la performance. Alors vous me direz, oui, les valos se sont enchéris, certes, mais elles sont finalement encore peut-être raisonnables. Quand on se projette sur ce type de croissance, on est capable de voir qu'en fait, on paye aujourd'hui en Europe 28 fois les bénéfices de l'année prochaine. Alors oui, c'est cher. Nvidia, ça. Comment ? C'est plus cher qu'Nvidia. Alors, c'est un peu plus cher qu'Nvidia, ou en tout cas pas loin. Mais si vous comparez, par exemple, aux entreprises de défense américaines, c'est 30 fois. Et les entreprises de défense américaines, quand on regarde les projections de profitabilité, c'est 3 fois moins de profitabilité en termes de croissance sur les 3 années à venir que l'Europe. Donc, vous avez 3 fois plus de profitabilité pour une valo moins chère. Oui, ça a beaucoup performé. Oui, il y aura des phases de consolidation. Mais pour un investisseur long terme, il reste de la performance. Et Philippe, du coup, alors je vais vous laisser rebondir parce que je vous voyais lever un petit peu le doigt, mais il y a aussi un élément, c'est que pour vous, effectivement, la notion de valorisation en bourse pour votre segment de dette privée, c'est moins important, mais il y a le cash flow qui est là et qui, pour vous, est donc rassurant en termes d'investisseur de dette. Bon, mais ça permet de faire le lien avec quand je levais le doigt. Alors, très bien. Donc, oui, pour revenir à un appui de ce qu'expliquait Raphaël, qui n'a pas besoin d'appui de toute façon. On a en ce moment, on regarde un dossier en ce moment d'une entreprise, un fournisseur de KNDS de Schlinde et de Rheinmetall, qui a, lui, des besoins capacitaires importants, ce qui n'arrive pas encore pour les entreprises françaises. Mais en Allemagne, les commandes sont là, parce que c'est surtout du matériel terrestre. Nous, en France, on a fait également d'autres choix qui sont plus des ventes à l'unité qu'en gros, comme cela peut se faire sur les matériels que vendent nos amis allemands. L'entreprise en question, d'ici 2028, elle a une multiplication par 14 de ses productions qui sont des pièces, des composants pour les blindés fabriqués par les 2 grands groupes allemands. Donc, il y a un vrai besoin de financer ce ramp-up en Allemagne. Il est déjà palpable. Et ce sont des ordres de grandeur qui collent tout à fait avec les estimations, finalement, du management de Rheinmetall qu'évoquait Raphaël à l'instant. Ok, j'ai une question un peu Pardon, vous n'avez peut-être pas fini, Philippe, non ? Peut-être que non, mais j'ai oublié le reste de la question. La question, c'était finalement la visibilité des cash flows pour un investisseur en dette privée, c'est quand même rassurant. Oui, en ce moment plus que jamais, dans certains domaines plus que dans d'autres. Mais en effet, lorsque ce sont des entreprises qui travaillent pour Dassault, pour Airbus, pour KNDS Deutschland, toute cette supply chain, elle a plutôt quand même de beaux jours devant elle. Je pense que la question pour elle se posera à partir de 2035, une fois que les armées seront de nouveau bien équipées, en espérant qu'on n'aura pas eu besoin d'utiliser ce matériel et d'en fabriquer d'autres pour remplacer le matériel qui aurait été cassé entre-temps. En 2035 se posera la question de ce qu'elles font de ces capacités supplémentaires qu'elles auront acquises lorsqu'on aura dépassé ce palier-là et qu'on reviendra juste sur un marché plus de renouvellement, d'entretien, etc., avec des générations comme le char du futur, par exemple, qui ne sont pas de toute façon prêts d'être sur le marché. Donc là, en 2035, la question se posera peut-être, mais être sur la dette, en tout cas aujourd'hui, entre 2025 et 2035, ce n'est pas un mauvais calcul par rapport au cash flow qu'on peut attendre. J'avais une question qui serait plutôt pas provoque, mais qui sûrement interpelle pas mal d'investisseurs parce que ça a très bien marché. Les flux ont été énormes. Alors vous me voyez peut-être déjà venir. Je ne sais pas si on en avait parlé avant ce débat. Ce sont les ETF.
Alors, notamment les ETF sur la défense. Pardon, on revient sur ce segment, mais parce qu'il y a eu un tel succès de plein de providers ETF, que ce soit des Français comme BNP qui en a lancé il n'y a pas longtemps, en juin, je crois, mai ou juin, des anglo-saxons, américains, WisdomTree, qui a fait un carton. Comment est-ce que vous voyez, même si ça concerne moins Philippe, la partie de dette privée, mais quelque part, ça peut prendre aussi de l'investissement qui irait là-bas et pas chez vous. Comment vous voyez tous les deux cet engouement pour les ETF défense? Philippe, je vous laisse commencer. Si vous avez un avis, il n'y a pas forcément... Oui, non, j'ai un avis, alors que c'est peut-être plus un avis de café du commerce, parce que je ne suis pas tout à fait dans tout ce qui est action cotée. Pour moi, ce qui est dette privée, private equity ou action cotée, ce ne sont pas des produits concurrents. Que les gens s'intéressent à l'investissement de la défense à travers des ETF, à travers des fonds thématiques de souveraineté et autres, c'est bien parce que ça leur permet de découvrir que la défense est quelque chose de fréquentable. Ouais. Et donc, ils vont également s'intéresser à ce que nous, on peut faire. Donc, s'il y a du succès du côté des ETF, c'est peut-être un succès dont, de mon côté, je peux également bénéficier parce que ça éduque le monde des investisseurs. Un peu comme les fonds datés sur l'obligataire classique. C'est possible, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui s'est un peu passé par le passé. Raphaël. Oui, non, mais c'est ça, en tout cas un témoignage de cet engouement pour la défense à juste titre. Et on parle beaucoup du renforcement de la souveraineté, qui est l'avers de la médaille, ou en tout cas un côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire, c'est que c'est une génération potentielle de performance pour l'investisseur. Et on prend aussi cet angle-là. On se positionne aussi pour générer cette performance long terme. L'engouement est massif pour les ETF. Dans ce qui concerne Tikehau European Sovereignty Fund, il y a un double moteur d'alpha qu'on essaie de mettre en place. Le premier moteur de performance est cette idée qu'on est sur une méga tendance, que la marée montante soulève les bateaux et que dans ces conditions, être naturellement sur ces segments porteurs, c'est générateur de performance. La deuxième proposition de valeur du fonds, c'est d'aller chercher les meilleurs acteurs. Et on sait que la sélection de titres, dans des industries très fragmentées, très volatiles, avec beaucoup de concurrence pour certaines d'entre elles, elle est primordiale. On a parlé de défense, mais on va parler de tech, on va parler santé, etc. Donc, il y a ce double relais de génération de valeur qui est pas exactement compatible avec un ETF qui, évidemment, va tout acheter. Pour conclure sur la défense aujourd'hui, dans le fonds Tikehau European Sovereignty, c'est combien de l'encours? Parce que justement, il y a d'autres choses, on l'a dit, parce que c'est pas, j'imagine, le plus gros secteur ou segment de la souveraineté. Ça représente quoi? Et le reste, comment ça se diffuse? Alors, on est monté jusqu'à un peu plus de 20%. On est descendu plus récemment avec des prises de profit aux alentours de 15%. Donc, ça reste assez significatif. On a défini 5 thèmes autour de la souveraineté. La défense, on l'a abordé. La compétitivité digitale, d'autre part. Les infrastructures. On parle beaucoup d'infrastructures. Le plan allemand de 500 milliards, il est sur la défense et les infrastructures. En Europe, on a des grands champions des infras, Vinci, Eiffage en France, Iberdrola, il y en a. On va parler aussi d'autonomie en matière de santé. On a donné des exemples tout à l'heure. C'est aussi un facteur de souveraineté important. On sort d'une grande pandémie, on doit s'en souvenir aussi. Et on a aussi des grands champions en Europe du type Sartorius, Biomérieux en France et d'autres, Lonza, qui sont aussi des grands champions qui doivent pouvoir faire face à cette thématique de souveraineté. Et puis l'autonomie en matière industrielle qui est aussi critique. On va parler en particulier de transition énergétique, on va parler de IA, de data center, Legrand, Schneider, par exemple, Air Liquide, sont des grands champions qui ont des données fondamentales, un profil fondamental exceptionnel, des carnets d'ordre qui sont souvent très pleins, en ligne avec ce qu'on va voir de ce qui se fait de mieux, par exemple, aux États-Unis. Sauf qu'on est en Europe, il y a une décote et aujourd'hui, on peut investir dans ce type de valeur à des niveaux de valo qui sont globalement assez décotés comparé à ce qu'on va trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a une forme de convergence de facteurs qui rend ce positionnement, selon nous, attractif. J'avais une dernière question, mais le temps passe et je pense qu'après tout ce qu'on s'est dit, finalement, la réponse, je l'ai déjà, puisque j'allais vous demander finalement effet de mode ou effet plus structurel à 10-15 ans. Je pense que la réponse, vous l'avez. Je ne sais pas si c'est structurel, c'est surtout structurant, parce que c'est ce qui va surtout permettre, je pense, à l'Europe de redevenir adulte, de ne plus compter uniquement sur le parapluie américain, sur la technologie américaine, sur
les composants à vil prix asiatiques, etc. Il va falloir réindustrialiser, se réapproprier les choses, parfois sacrifier peut-être un petit peu de pouvoir d'achat sur l'autel de la souveraineté, mais c'est également ce qui fait qu'à terme, nous ne deviendrons pas à notre tour l'atelier de l'Asie ou des États-Unis. Raphaël. Oui, et puis imaginez ça comme une espèce de fonds de portefeuille, tout comme il faut avoir de l'IA, de la décarbonation. Aujourd'hui, il y a cette méga-tendance aussi qui est européenne principalement, qui s'appelle la souveraineté. C'est une méga-tendance de fonds de portefeuille à avoir, qui doit être source de performance. Et puis peut-être que d'ailleurs, je pourrais finir avec cette idée un peu plus générale. Globalement, on voit des grands déploiements de capitaux, c'est massif. Il ne faut pas être trop cynique vis-à-vis de nos capacités en Europe à prendre en main ce problème et historiquement, pour les investisseurs, se mettre dans le sens du stimulus fiscal, des déploiements budgétaires, dans le sens du gouvernement, c'est traditionnellement assez porteur de performance. Le meilleur exemple, c'est la défense, on y revient toujours. Oui, effectivement, ces déploiements de capitaux se sont transformés en performances sonnantes et trébuchantes et selon nous, ce n'est que le début. Merci Philippe, merci Raphaël de nous avoir éclairé sur ce thème qui est très large. On aurait pu encore y passer, je pense, 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais je vois que chez Siena IM, il y a une approche effectivement dette privée très intéressante sur la défense européenne. Chez Tikeo, pour cette partie-là, puisqu'encore une fois, vous le faites aussi dans le non-coté, mais là, sur cette partie côté, le fonds donc Action European Sovereignty Fund de chez Tikeo Capital aborde plus de thématiques effectivement de la souveraineté. Donc chacun peut y trouver son bonheur, côté non côté. Un grand merci à vous deux. Et puis de notre côté, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du Cercle des Convictions. Merci.